parfait. One take, parfait. Bonjour, DJ Chrissy, merci d'être là. Bonjour, avec plaisir. Thank you. On va commencer. Quand as-tu commencé la musique? J'ai vraiment commencé la première fois que j'ai eu un instrument de musique, c'était quand j'étais en seconde, donc ça devait être en 1987 peut-être, où avec un ami, on a commencé dans un groupe de rock en fait. Moi je me suis acheté une basse Ah. à 16 ans, donc 16 ou 17, non, en seconde j'avais pris déjà un an de retard, j'avais peut-être 17 ans. Non, 16, je me souviens plus. 16 ou 17. Donc, j'ai commencé là, je me suis avec un ami, Pierre-Michel Levallois, qui a dit moi j'achète une guitare, t'achètes une basse et on monte un groupe. Et donc là, c'est la première fois que j'ai effectivement commencé à faire de la musique. J'étais un gros fan de musique, mais j'ai passé. Et tu as pris la guitare comme ça? Tu as pris comment? Quand J'ai tu appris la basse comme ça, puis après j'ai acheté dans le magasin de musique, j'ai acheté une méthode pour apprendre la basse, D'accord. tu vois, un papier quoi, Mhm. et j'ai appris comme ça, dong dong, et après le truc c'est que je me suis rendu compte, on a trouvé un copain batteur, Jean Manu, et là je me suis rendu compte de l'exaltation de se retrouver à trois dans un garage et à jouer de la musique ensemble. On jouait très mal, mais par contre c'était ultra exaltant de se retrouver à tous les trois à faire de la musique. Ça, tout d'un coup, le fait de créer de la musique, ça a tout de suite tilté. Et vous avez joué quoi? C'est plutôt le rock? C'était C'est punk. plutôt À l'époque, punk. c'était rock, c'était punk. C'était l'époque, c'était le groupe dont on était fan à l'époque, c'était Berrurier Noir. C'était un peu dans cette optique-là qu'on jouait. Au début, on jouait avec une boîte à rythme, puis après, on a trouvé un batteur. Et, et voilà, mais c'était punk rock, grosso modo, le truc. L'avantage du punk rock, c'est que même si tu joues Oui. mal, tu peux faire la musique. Et nous, on jouait très mal. C'est drôle. OK. Il se passait quoi à Versailles au début des années 90? Parce que c'est toi, Air, Phoenix, tout le Alors, French Touch, on ne c'était sait pas trop, effectivement. Il se à trouve Versailles que. quand même. Alors, on était tous à Versailles au lycée, effectivement. Au lycée, il y Dans le avait. même lycée. On était dans le même lycée. Alors, il y a eu un moment où on est passé par le lycée Jules Ferry, effectivement, et il y avait, mais bon, pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y avait Jean-Benoît de R qui était au lycée. Il y a Nicolas Godin aussi de R qui est passé à Jules Ferry, mais après il est allé dans un autre lycée. Il y avait donc Alex Goffer aussi qui était Oui. dans ce lycée-là. Arnaud Robotini aussi était dans ce lycée-là. Effectivement, on était toute cette bande-là, fans de musique, et qui avons monté des groupes. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer de la musique, effectivement, à Versailles. Alors pas tous ensemble, mais on se voyait, il y avait des salles de répète un peu en commun, il y avait un écosystème, on va dire, de musiciens, Oui, c'est beaucoup quand même pour un amateurs. lycée. Ouais, Alors, oui et non, je pense que dans toutes les villes, il y avait un peu ça. Mais il se trouve que le truc hyper étonnant, c'est quelques années après. mhm. C'est-à-dire que moi, après mon bac, j'ai quitté Versailles, je suis allé m'installer à Paris. Tous les copains, en fait, le truc s'est un peu disloqué à ce moment-là parce que il y a ceux qui sont partis faire des études à droite, à gauche, tout ça. Euh, et moi, j'étais celui qui allait à Paris. Alors, au début, je pensais parce qu'à Versailles, c'est une ville où on s'ennuyait beaucoup. C'est une ville très morte, c'est-à-dire c'est une ville Ah vraiment ouais. à 8 heures, tout est fermé. C'est une ville très conservatrice, très de droite, et qui aimait pas tellement Ah ouais. rien, ni les jeunes, ni les concerts, encore moins les punks. Donc en fait, nous on était un peu exclus de l'ambiance de la ville. On était un peu les parias C'est vrai? Non, mais on était les schlagos de Ouais. Versailles, grosso modo. C'est-à-dire que Versailles, c'est Schlagos. vraiment une ville, c'est une ville extrêmement BCBG, c'est une ville où il y a des rallyes. Où, alors nous, on n'était pas invités au rallye, quoi. La sociabilisation à Versailles, Ouais. c'était comme ça, au rallye, où tu avais quand même les parents qui amenaient leurs enfants dans des soirées. Tu sais, des enfants qui avaient 17-18 ans, hein, et c'est les parents qui venaient les rechercher. Et D'accord. c'était un cauchemar, hein, ouais, c'était un cauchemar. Et donc, en fait, j'ai l'impression que toute cette scène-là, c'est ceux qui étaient un peu qui était en creux de cette socialisation versaillaise. Et c'est vrai qu'après, donc moi, l'idée, dès que j'ai eu mon bac, je me disais, moi, je fais des études à Paris. Et en fait, mes autres potes n'ont pas obligatoirement fait des études à Paris. Je me suis retrouvé tout seul à Paris, à vouloir continuer J'ai arrêté mes études à ce moment-là en me disant, moi, je veux faire de la musique. Et en fait, mes potes étaient plus sérieux que moi. Ils ont dit, ouais, la musique, oh là là, ça va plutôt être un hobby. Nous, on va continuer aux études. Et donc, voilà, et là, je me suis retrouvé un peu tout seul à Paris. Et j'ai commencé à travailler, enfin, après
plein d'étapes, j'ai réussi à trouver une place dans un studio d'enregistrement professionnel. Et donc j'ai été un des premiers de la scène versaillaise à travailler de manière professionnelle dans l'industrie du disque. Tu as fait quoi? Le son? J'étais ingénieur du son. Ingénieur Ouais, de enfin, son. j'étais pas ingénieur du son, j'étais assistant ingénieur du son dans un studio, le studio Plus 30, qui est à 2 pas de chez nous, Mhm. qui était à 2 pas qui était rue de Crimée, juste en dessous rue des Annelais, juste à côté du pont de Mhm. la rue Arthur Rosier qui passe au-dessus de la D'accord. rue de Crimée. Et ben juste là, à cet endroit-là, il y a un studio qui était un gros studio parisien, un gros studio où il y avait la variété de qualité française, on va dire, dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y avait Bachung, Étienne Ah, Dao qui cool. travaillait là. Moi, j'ai trouvé une place là d'assistant. C'est là où j'ai rencontré Philippe Zdar, avec qui on a fait Motorbat. Motorbas. Et donc, comme j'étais dans ce studio, la nuit, quand il n'y avait plus personne dans le studio, moi j'ouvrais le studio parce que j'avais les clés. Et il y avait donc le groupe de Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel et Alex Goffer, ils avaient un groupe Ah, tous les trois ensemble qui venaient, on enregistrait, on mixait des trucs dans le studio la nuit, en cachette, tout ça. Et, euh, et donc, je pense que ça a donné un peu à toute cette scène-là l'espoir qu'en fait c'était possible de de faire la travailler musique, oui. professionnellement Mhm. dans la musique. Donc le truc qui est marrant, c'est que tout ce groupe qu'on était à 16-17 ans, voire 18 pour ceux qui avaient redoublé, en fait on s'est retrouvé quand même quelques années après. euh, Il y a eu un passage où on se voyait plus du tout, et puis tout d'un coup tout le monde a Naturel. réapparu et avec du succès. C'est ça qu'il y a. Alors ça c'est le truc qu'on peut pas s'expliquer, C'est c'est que fou. tout le monde ait rencontré Mais c'est fou, un le certain succès, succès. oui. Ouais, ouais. Incroyable. OK. Comment as-tu commencé à mixer et quel moment tu as dit, OK, c'est vraiment être mon métier, mon métier? C'est, Si, si, c'est non? bien dit. Mon métier. Alors, Mon métier. alors là, c'est pareil, c'est un truc. Au départ, oui, moi je jouais donc d'un instrument de musique assez mal. Quand je suis arrivé assistant dans le studio, je me suis rendu compte que euh, ma capacité, elle était plus à cette place-là, en fait, d'être techniquement ingénieur du son plutôt que musicien. J'étais pas très bon musicien et je me suis aussi vite rendu compte que ce serait pas avec ça que j'arriverais à gagner ma vie. En revanche, le métier d'ingénieur du son, il m'a semblé plus accessible Mhm. pour mes compétences. Et effectivement, j'ai compris assez vite comment fonctionnait un studio d'enregistrement, techniquement, comment ça marchait. Ça correspondait à mon esprit, on va dire. Et donc, dans ma tête, ma carrière était plus de l'autre côté de la console, à enregistrer. Et il se trouve que dans les années, en 1992, c'était en hiver parce qu'il faisait froid, avec mon ami Philippe Zdar et Jeff Dominguez, qui était assistant aussi au studio, et quelques amis, on a entendu parler des raves. Et donc on s'est dit, nous à l'époque, on était dans la musique, donc on découvrait le hip-hop, on était plus dans l'ambiance hip-hop française, c'est-à-dire qu'au studio, il y avait MC Solar, on enregistrait Ah, MC Solar avec Philippe Zdar et Hubert Boombass, et tout d'un coup, on a entendu parler d'une rave, on s'est dit, ah tiens, bah, allons voir ce que c'est ce truc-là, et on est arrivé effectivement, donc là, je crois que la première fois c'était en 92, dans une péniche sous le pont de Suresnes. euh, et donc on est arrivé là-bas, je sais pas, à 4 heures du matin, parce qu'à l'époque c'était, enfin, tu vois, c'est une rave quoi. Et là tout d'un coup on rentre dans un truc avec une musique complètement du futur, que des gens torse nu, hyper joyeux, qui étaient tous très très amicaux les uns avec les autres. Ils ont une chaleur de dingue et surtout un son incroyablement fort et bien. Et donc on était très surpris et on est resté là jusqu'à donc on est ressorti de cette péniche à midi le lendemain ah en ouais. disant ah on a pris une grosse claque quand même. La découverte de la musique électronique elle s'est faite à ce moment-là en fait de la techno et c'était vraiment une techno assez hardcore à l'époque. Et donc oui, au départ, on est quand même allé là-bas pour acheter de la drogue. On ne voulait pas rester pour écouter de la musique. On avait dit pareil qu'il y a des extasies. On s'est dit, vas-y, on va acheter des extas. Et en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, on s'est dit, bon, on va les prendre là, on va voir ce qui se passe. Et c'est là où on a pris la grosse tarte. Et donc après ça, on a été complètement omnibulé par cette musique et par les rêves. Il y avait beaucoup de rêves autour de Paris, dans pas mal d'endroits. C'est vraiment un truc qui démarrait, mais qui était complètement... c'était un groupe de 500-600 personnes qui faisait le tour de Paris, mais on se retrouvait tous tout le temps les mêmes. C'était pas du tout populaire, et c'était une musique qu'on entendait absolument nulle part ailleurs que là. Même les radios branchées, Nova, on parlait pas encore, les magazines branchés de l'époque actuelle, c'était un truc complètement dingue, un point dingue, et qui pour nous était complètement futuriste. J'ai mis au bout d'un moment, j'ai mis 6 mois à me rendre compte en fait qu'il y avait un DJ dans les soirées. Au début, je savais même pas d'où venait la musique et les gens ne regardaient pas le DJ. C'est un truc qui est dur à imaginer aujourd'hui.
les gens en Oui. soirée ne regardaient pas le DJ. C'est-à-dire que Ah, tout c'est le fou. monde se regardait les uns les autres Ouais. avec beaucoup d'amour. Mais par contre, le DJ était dans un coin. Et quand le jour où j'ai découvert le DJ, c'est parce qu'il y avait un groupe de gens qui regardaient. En fait, il y avait quelques nerds. Donc il y avait une dizaine de personnes qui étaient autour du DJ, qui regardaient les disques qu'il est en train de passer. Et eux, ils bougeaient pas de là. Si tu veux, ils regardaient juste ce que faisait le Ouais. DJ. Et moi, j'ai mis 6 mois à me rendre compte qu'il y avait un DJ. Je suis voir. Et le mec jouait des vinyles. Alors que l'époque, c'était l'époque du CD. Le CD avait déjà tout remplacé. Mhm. Et donc de voir cette musique aussi futuriste sur des platines, j'ai complètement halluciné. Et avec Philippe, et Philippe s'est dit, mais c'est trop bien des vinyles, il faut qu'on sache où on peut acheter ces vinyles-là, et il faut qu'on essaie de faire ça. Et donc on a commencé à découvrir les magasins de musique et, et à acheter des vinyles, les vinyles de techno qui arrivaient à l'époque dans les années 93, 94. Et alors là, comme musicien, moi, le DJ, c'était un truc que j'arrivais pas à faire en vinyle. J'avais du mal à synchroniser, parce que c'était des disques vinyles, donc il fallait synchroniser les Ouais. disques en vinyle, pouvoir les beats mixer, pour enchaîner de l'un à l'autre sans que ça s'entende. Et ça, c'est un truc qui a toujours été assez difficile pour moi. Euh, donc, j'ai essayé, mais je n'étais pas très très fort. Mais par contre, je me suis dit, mais en fait, cette musique-là, nous on était dans le studio, je me suis dit, ça par contre, je vois comment on peut faire la musique. Et donc, je me suis acheté un sampler, un ordinateur, et j'ai commencé à faire la techno. Et là, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire cette D'accord. musique. Et Ton donc, propre chose. c'est le moment où je me suis dit, bah, je me remets à la musique, là où j'avais arrêté la basse. Je me suis dit, cette musique-là, en fait, il n'y a pas besoin de virtuosité. Moi, c'est ça mon handicap, en fait, je ne suis pas virtuose du tout. Mais l'ordinateur, ça me permet de réfléchir. Je me dis, bah, cette note-là, si elle est à cet endroit-là, ça va être bien. Hop, je la mets à cet endroit-là et j'ai pas besoin, tu vois, d'avoir le feeling ou le truc comme ça, je la mets là et il se trouve que je me trompe pas trop. En tout cas, ce que j'arrive à produire me satisfait, contrairement avec un instrument de musique ou avec des platines. Et donc j'ai commencé à faire de la musique. Après Philippe, il a dit ah ouais vas-y on fait de la musique ensemble. Et là on a commencé à faire des maxi avec Philippe sous le nom de Motor Bass. Et les maxi ont marché tout de suite, enfin tout de suite. Ils ont une reconnaissance en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a eu Ah, dès le premier maxi, on a eu un article c'était Mix Mag. À l'époque, je me souviens plus. En tout cas, c'était un magazine anglais qui a chroniqué notre premier maxi en disant le truc super bizarre. Il y a de la bonne musique qui vient de France. Et tu vois, c'était le truc. Donc du coup, on a fait un deuxième maxi et ensuite on a fait le deuxième maxi qui a eu un impact encore un peu plus fort. Et après, on a fait l'album et moi j'ai fait l'album de Super Discount. Et c'est vrai que autant jusqu'à présent, tout n'était pas évident, autant là, la reconnaissance est arrivée tout de suite. Ça a tout de suite, ça a tout de suite bien marché. c'est. Alors, pour revenir à ta question, c'est à ce moment-là, quand le Super Discount est sorti, tout d'un coup, il y a la maison de disques. Là, on avait signé avec un distributeur qui s'appelle Pias, Play It Again Sam, qui est un distributeur belge, et qui avait signé qui a dit je m'occupe de la sortie de vos albums. Et là, il a dit bah, maintenant il faut tourner. Moi, j'étais là, mais tourner, je ne sais pas jouer d'un instrument. Il a dit mais non, mais tu tournes DJ. Et je me suis dit bon bah là, il va falloir que je m'y mette vraiment. Mais c'était un truc contre nature. J'étais pas hyper À fan l'aise. de l'idée d'être DJ. C'était compliqué. J'avais aussi un problème à être sur scène. Et que, alors là, c'était quelques années après, donc les gens commençaient à regarder le DJ. Et moi, me donner en spectacle, c'est un truc avec lequel j'étais pas à l'aise. J'étais pas, d'être le centre de l'attention, c'est vraiment un truc Ah qui, ouais. qui me plaisait pas tellement. Et donc j'y suis allé vraiment à reculons. Euh, et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même fait un peu des progrès. J'ai réussi à passer des disques. Et finalement, le fait d'être le centre de l'attention, au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu t'y fais. Et c'est quand même assez gratifiant. Mais donc, le fait de devenir DJ, ça a mis longtemps. Donc maintenant, ouais, je peux te dire que je suis DJ. Ma principale activité, c'est quand même de faire de la musique. Moi, je me sens comme un producteur de musique Producteur. avant d'être DJ. DJ. D'accord. C'est-à-dire que le jour où les gens ne viendront plus me voir en DJ, ce qui peut arriver, euh, je continuerai à faire de la musique. D'accord. Mais je crois que you answered my question. Ben, Ouais, je ouais, vais je suis commander. désolé. Je vais demander comment tu joues en live et tu composes. Quel est le plus cet épisode? C'est un peu la théorie et la pratique. C'est-à-dire que quand je suis ici, je fais des morceaux pour les clubs. Et alors c'est très théorique, c'est-à-dire qu'il y a un moment, bon même j'ai des grosses enceintes, je peux mettre assez fort, mais c'est jamais aussi fort que dans un club. Et surtout il n'y a pas l'énergie des gens. Donc ici je fais la théorie, je dis hop normalement si je mets cette partie-là à ce moment-là, si je fais un break ici et là hop j'envoie une cymbale, normalement ça devrait, les gens devraient réagir. Donc il y a ce truc-là.
c'est très théorique et je travaille comme ça. Et puis après, je prends le morceau, je le mets sur ma clé USB, je vais dans un club et là, la pratique, des fois ça marche pas du tout. Et C'est des fois vrai? ça marche, mais à des endroits que j'avais pas, auxquels je m'attendais pas. Mm. Donc cette pratique-là, elle nourrit quand même la théorie. Au moment où je suis là, je me nourris quand même de tout ce que j'ai vu dans les clubs, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est quand même là où c'est le fun. Parce D'accord. que ici en studio, c'est laborieux en fait, ce truc-là. Je me dis, bon, ça marche pas, ça remarche pas, non, ça j'y suis pas, ça va arriver. Et donc, s'il y avait que la théorie, ce serait un peu chiant. Ouais, d'accord. Voilà. OK. Euh, OK. Quelle est l'importance des visuels dans une live? le public, quand il voit un DJ, c'est vrai que c'est pas un spectacle extraordinaire, un DJ sur une grande scène de festival. T'as un gars, il est derrière une table de camping et il fait comme ça. Par rapport à un groupe, on était un petit peu, nous les DJ, on était un petit peu nuls spectaculairement parlant. Et donc tout d'un coup, il y a eu, c'est d'abord les Daft qui ont fait les Daft Punk qui ont fait la pyramide et qui ont dit, bah, la musique électronique, elle doit amener autre chose sur scène, elle doit amener un truc Mhm. plus visuel et plus massif. Et là, effectivement, tout le monde s'est dit, ah bah ouais, ils ont raison. Encore une fois, ils ont raison avant tout le monde. Et donc là, ils avaient pris le triangle, j'ai pris le carré. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça a enchaîné un truc où les DJ devaient avoir une prod visuelle sur scène. Et c'est vrai que c'est assez important parce que sinon, notre prestation scénique. Alors, il y a des DJ qui arrivent hyper bien à lever les bras, et ils prennent des micros, tout ça, tout. Moi, je suis pas très fort en ça. Et le cube, c'était aussi une manière de détourner l'attention de ma personne, en fait, Mhm. pour que les gens ils aient quelque chose à voir qui soit autre chose qu'un gars qui fait comme Ah ça. ouais. Parce que sinon, les mouvements, ils sont très petits, il y a pas, tu vois, c'est vraiment pas spectaculaire. Et donc, le fait de pouvoir montrer au public, d'accompagner visuellement euh, cette désincarnation, on va dire, par des grosses scènes qui bougent, c'était un truc, moi, Ah ouais. que j'ai adoré faire ça. En fait, mettre en scène un concert, mettre en scène ces visuels, c'est un travail que j'ai vraiment bien aimé faire. Et vous faites parce que tous tes concerts, tu fais ça, tu fais un truc visuel chaque fois. Ou- Alors, en fait, j'avais fait le Cube. Après, j'avais eu un concert Super Discount où c'est pareil, il y avait un truc visuel. Juste avant le Covid, j'avais un concert qui s'appelait Space Echo et qui était avec des écrans LED qui bougeaient, qui tournaient, qui se reconfiguraient. Ça, c'était un truc sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Et puis, en fait, le Covid est passé par là. Donc, le truc, j'ai fait 15 concerts avec, Ah, malheureusement, et ouais. j'ai pas pu le remettre sur la route après. Hmm. Quand je fais des lives, en fait, je me fabrique et à chaque live, je reprends du matériel différent. Et en fait, je fais des sortes de remix de mes morceaux. C'est-à-dire que je prends un séquenceur, des sampleurs différents, et donc je réinterprète mes morceaux, et les morceaux, je fais en sorte qu'ils soient synchronisés aux images, et inversement, c'est-à-dire que tout d'un coup, si dans, dans la proposition scénique, il y a un truc très spectaculaire, moi, effectivement, je vais l'accompagner avec la musique. Là, tout d'un coup, c'est tout ce travail-là de live, il est, effectivement, je suis en dialogue permanent entre la manière dont je remixe mes morceaux et ce qui va se passer dans les Mhm. écrans ou dans les lights. Et tu as déjà travaillé avec le cinéma ou non? Non, Pourquoi? je sais pas, on va pas demander. Et pas demandé. Non, on va pas demander. J'ai eu Ah, une fois, si j'ai eu une fois une proposition, un scénario que j'ai pas senti, je n'ai pas vraiment senti un truc, mais voilà, sinon, jamais non. demandé. OK. Moi j'aimerais bien, ouais, 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 j'aimerais bien, après je sais pas si j'en suis capable. Bon. Après voilà, c'est un travail où j'ai Ben, je jamais sais fait plus ça grave quand même. et, je sais pas si j'arrive à m'adapter à des images, mais il faudrait essayer quoi pour savoir. On peut lancer un message dans la vie. Si quelqu'un veut essayer, ce sera une première BO. Quel est ton rituel après un set? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Après un set, Après un set. non, je mange avant un set, Ah, et en général après les sets, je continue à boire. Parce que avec les 4 heures du matin, en général, je continue à boire. Il y a toujours quelqu'un qui dit ah ouais, after là, je dis ouais, ouais, on y va. Et donc il n'y a pas vraiment de rituel, c'est jamais pareil. J'ai du mal à aller me coucher direct après un direct set. OK. Ouais, en fait, il y a un truc qui est il y a quand même un truc qui est intense. Hein, quand tu fais un set, tu fais danser beaucoup de gens, il y a une ambiance qui arrive. Et de dire. Alors je sais qu'il y a des DJ qui arrivent très bien à dire à la fin du truc hop, salut, moi je vais me coucher. Moi je suis plutôt dans l'enthousiasme. Et en fait, s'il y a. Tu vois, si on peut continuer à aller boire des coups quelque part, je suis toujours partant. Voilà, en général, tu vois, tu manges assez tard, tu vas boire un coup et tu vas jouer au club. J'essaye de ne pas repasser par l'hôtel avant le club. Alors, parce que sinon c'est trop dur si tu vas te reposer Oui, et oui. que tu te relèves à 3 heures du matin pour D'abord aller. après un set, oui.
c'est trop difficile de te mettre dans l'ambiance. T'arrives, Ouais. les gens sont tous à fond, ouais, et tout, et toi t'es là, je vais commencer la nuit. Donc j'essaye de ne pas faire ça. Maintenant j'ai une demande, c'est que je demande de jamais commencer après 2 heures du matin. C'est-à-dire que je peux jouer, si je commence à 2 heures, je peux jouer jusqu'à 6 heures du matin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, commencer après 2 heures du matin, c'est trop difficile pour moi. Commencer à 3 heures, tu vois, ça veut dire que là, du coup, j'arrive à 3 heures, alors je suis cuit, parce que jusqu'à 3 heures, j'étais quand même au bar à cocktail avant, et là, ça marche pas. Donc voilà, 2 heures, c'est la bonne heure pour commencer. Ton son fétiche lors d'un set. Un morceau qui s'appelle Sex Face de Disco of Doom. C'est un groupe, c'est un morceau que je joue dans mon set depuis, je pense, 15 ans, euh, qui est, euh, qui est un morceau vraiment hyper bien. Et Sex c'est un Face. son, ouais, Sex Ok. Face. Alors je crois pas que tu puisses le trouver nulle part. Le groupe a disparu. Je crois que le morceau il est plus disponible nulle part. Mais Oh. moi j'ai encore le Ok. fichier. Donc je peux le jouer. Et c'est effectivement un morceau qui met une ambiance de dingue à chaque fois dans les clubs. Quelle est l'ambiance entre DJ connus, comme toi, sur le Gros Festival? Do you hate each other, or is it a rivalry, or is it all love and peace, or En is it fait, c'est hate? assez marrant. Dans la musique, j'ai remarqué que dans la musique électronique, les gens étaient plutôt sympas les uns avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a alors, j'arrive pas à savoir. Ou alors peut-être je suis naïf. Peut-être je suis naïf, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Tu vois, je voyais moi quand il y avait tous les trucs de les groupes genre Oasis et Blur, tu sais, les gens Ouais, dans la musique électronique, les gens ils se taillent pas tellement. En fait, quand tu es DJ, tu es dépendant de la musique des autres. C'est-à-dire que mhm, tu joues de la musique, tu joues pas que tes morceaux en DJ, tu joues de la musique de plein de gens, de plein de producteurs, et donc tu es fan. Du coup, parce que quand tu joues de la musique de quelqu'un d'autre, c'est que tu adores sa ouais, musique. Donc tu es fan. J'ai l'impression que les producteurs de musique électronique, ils sont fans. d'accord. Pas Il n'y le, a pas pas le, de haine, de d'accord. concurrence. Bon, Ok. après, bien sûr, il y a une concurrence. C'est-à-dire quand tu vois le truc, ah oui, c'est lui qui fait Coachella cette année. Voilà, mais sinon, ça c'est normal, c'est une émulation, on va dire. Mais c'est plutôt une bonne ambiance. Quand on se retrouve, en général, on rigole bien. Ok, une galère technique que tu es forcé d'improviser sur scène. Alors, ça m'est arrivé. Sûr. C'est arrivé, ouais. Mais alors, après, la galère technique, ça va parler vraiment que aux professionnels ou aux amateurs, parce que si tu veux, la galère technique, moi, c'est très technique tout d'un coup, tu vois. Et effectivement, alors, en concert, moi, j'ai un home studio sur scène, c'est-à-dire que j'ai pas d'ordinateur, c'est un petit home studio avec des séquenceurs, des boîtes à rythme, j'ai ce genre de matériel qui Ah, sont ok, là. ok. Voilà. Et en fait, ça, c'est une basse-line, c'est un truc qui est assez ancien. Et donc, en fait, pour le synchroniser avec le reste, il y a une prise là qui fait que les mélodies qui sont enregistrées à l'intérieur, elles se synchronisent, mais je peux. C'est vraiment toutes les mélodies, c'est des trucs qui sont en mémoire là où je appuie sur Mhm. le bouton. Et donc, à un moment, j'avais ça en concert, j'en avais deux. Il y en a une qui faisait la basse et l'autre qui faisait plutôt les mélodies. Et il y en a une des deux qui s'est arrêtée de marcher. Et donc, c'était très difficile dans mes morceaux d'avoir un morceau sans basse. Donc j'étais obligé de prendre celle qui restait et d'échanger. Non, je devais échanger le câble qui marchait d'une boîte à l'autre. Donc, dans les moments de morceaux où la basse était importante, je mettais la basse. Et puis les moments de morceaux où c'était l'autre qui était important, j'étais obligé de changer. C'était une galère qui avait été très 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 compliquée à gérer. Et sinon, c'est de jouer DJ aussi avec une seule platine. Quand des fois tu joues, puis il y a une des deux platines qui marche plus. Donc tu dois enchaîner des Voilà. morceaux alors que Mm. tu peux pas les Ah ouais. enchaîner. Donc ça aussi c'est assez technique, mais j'ai réussi aussi à m'en sortir en mettant à chaque fin de morceau, hop, un espèce d'effet, d'envoyer dans des effets, hop, remettre vite le morceau sur la même platine. Et voilà, c'est des moments où j'ai sué. Ah ouais, un peu. Sur scène. Je parle de galères techniques qui n'ont pas arrêté les shows, parce j'ai eu aussi des galères techniques Qui a arrêté les shows. ouais, ouais, qui Ah ouais, s'arrêtent. Ouais, ouais. comme quoi? Ça m'est arrivé pas très souvent, bah, comme par exemple pour le live avec le cube, c'était un vidéoprojecteur qui envoyait les images sur le cube, et à un moment le vidéoprojecteur s'arrête, bon bah là le concert s'arrête. Ah. Voilà. En dehors d'électro, tu écoutes quoi? C'est rock indé, un peu indie rock en fait, beaucoup. Ou psychédélique. Psychédélique. Ouais, psychédélique, Comme, côté Crumb, par comme. exemple. Ou alors le rock, enfin, vraiment, par exemple, Tame Impala, c'est un truc que j'adore. Oui, j'aime bien. Ouais, c'est super. Et après, j'ai plein de musiques un peu différentes.
Mais j'écoute ouais, beaucoup un mec qui s'appelle Binky par exemple en ce moment. Binky. Binky, c'est un anglais ou américain. Tu vois, le dernier album par exemple de Arctic Monkeys, j'ai écouté en boucle aussi Pas mal, ouais. beaucoup. Donc j'écoute pas mal de musique comme ça. C'est plutôt indie et la musique électronique, j'écoute vraiment pour pour mon métier de DJ. C'est-à-dire que Mhm, là, il faut des nouveautés, donc je m'alimente en mhm. nouveautés. Mais à la maison, non, j'écoute pas de techno à la maison. D'accord. Ton dernier coup de cœur artistique? En musique, en ce moment, j'écoute beaucoup l'album d'un gars qui s'appelle Hotel Ugly, un album qui est hyper bien. Et dans un autre style, il y a un gars qui s'appelle Sugar Pete, qui est un musicien californien, un jeune gars complètement fou, qui fait une musique que je trouve super bien, c'est super Sugar frais. Pete. Sugar Pete. J'adore. Sugar Pete, ouais, Sugar Pete. Quel impact a eu Internet sur la musique? Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais collégien et lycéen, dans le lycée, les gens qui écoutaient de la musique, on se connaissait tous. Alors bon, il y avait les gens qui écoutaient qui écoutaient un peu la radio, mais les fans de musique, ceux qui achetaient les disques, au lycée, on était une quinzaine à écouter de la musique, à vraiment acheter les disques. Mhm. Et après, les autres écoutaient la radio ou des trucs comme ça. C'était pas une vraie activité d'écouter de la musique. Euh, Ensuite, il y a eu le MP3 qui fait que tout d'un coup, tout le monde a téléchargé le fait que ce soit gratuit. Les gens ont commencé à écouter de la musique. Et là, maintenant, avec le streaming, le fait que tous les jeunes, tous les enfants, ils ont un abonnement maintenant Spotify, ils ont accès donc à toutes les musiques et ils ont accès déjà à une culture musicale énorme. Et surtout, ils écoutent de la musique tout le temps maintenant. Ouais, ouais, non, C'est-à-dire, tout le monde écoute de la musique, là où je pense que c'était vraiment un truc de niche. Donc c'est devenu un produit de grande consommation. Euh, et ça, c'est un truc hyper positif ouais. pour la musique en règle générale. C'est déjà pas mal comme changement. Ouais. C'est déjà pas mal comme changement. Et il y a ce truc-là aussi qui a changé dans la musique, c'est qu'avant, on se définissait par la musique qu'on écoutait. L'Internet a complètement balayé toutes ces barrières. C'est-à-dire que moi, ma jeunesse dans les années 80-90, selon comment quelqu'un s'habillait, tu savais ce qu'il écoutait comme musique. Ouais. Tu vois, tu avais les hard rockers, tu savais, les new wave, tu Ouais. savais ce qu'ils écoutaient comme Ouais. musique, les gens qui écoutaient de la funk, tu savais ce qu'ils écoutaient comme. Et Ouais. en fait, aujourd'hui, c'est impossible. Et ce que je vois, moi, les enfants, maintenant, ils ont une culture musicale beaucoup plus large et ils ne se définissent pas entièrement par ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire qu'ils vont écouter du rap quand ils vont à un concert, de la folk quand ils sont Mhm. en ramasse, plein de musiques différentes selon les moments de la journée. Mhm. Et donc, c'est un truc que je trouve, moi, extrêmement positif. Positif. Ouais. Quels sont tes projets pour le futur? Eh ben alors là, déjà, je suis en train de finir un album sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. C'est un album donc, qui change un peu parce que j'ai des featuring, donc il y a des vocaux sur tous les morceaux de l'album. Donc voilà, c'est un truc qui prend du temps parce que quand tu travailles avec des gens qui ont du talent, ils ont souvent eux Ouais. aussi un gros planning. Mm. Donc avant de trouver tout ça, ça me prend pas mal de temps. J'espère pouvoir commencer à sortir des morceaux en septembre. Euh, et donc voilà, l'album est presque fini. Puis après, il faut préparer tout ce qui va Bien aller sûr. avec, les visuels, les vidéos, le live. Voilà, ça c'est D'accord. le gros chantier 2024. D'accord. Cool. Tu continues un peu les DJ sets aussi, les lives? Je joue tous les week-ends, Tous les week-ends. pratiquement. Ah. Je joue pratiquement tous les week-ends, et même un peu plus. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait, parce que là, en 2023, j'ai fait 70 dates en 2023. Donc en fait, comme il y a 52 semaines, ça fait plus de dates que de semaines. Wow. Donc je joue pratiquement tous les week-ends. OK. Oh. OK. Dernière question, Étienne. Le meilleur conseil que l'on t'a donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Alors, tiens, c'est intéressant ça, parce que d'habitude, j'écoute pas les conseils. Tu sais jamais les conséquences que vont avoir tes erreurs. Donc, tu passes ton temps à te tromper dans la vie, je crois, et tu sais jamais les conséquences de tes erreurs. Ça, tu crois que tu vas faire un truc bien, en fait, c'est de la merde. Tu crois que tu vas faire de la merde, en fait, il se trouve que c'est. Oui, Tu c'est vois. comme ça. Moi, en fait, tout ce que j'ai fait, ça vient parce que j'ai raté d'autres trucs, en fait. Des trucs que je croyais que j'allais faire. Je croyais que je serais ingénieur du son. J'étais assez mauvais ingénieur du son. J'étais au chômage, j'ai pu faire de la musique. C'est ça qui fait que j'ai fait de la musique. Je croyais que j'allais être musicien, donc j'étais pas musicien. Il y a plein de trucs où je croyais avoir merdé. En fait, tu te dis, ah, bah en fait, non, Non. heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc, ouais, de pas avoir peur. Ça peut être le. Faut y aller. Mhm. Faut faire des trucs. De toute façon, voilà.
Je pense que c'est ça le conseil que je pourrais donner, c'est faut faire des trucs. On sait. Étienne, thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. On est 2 heures, non?